Voilà, ben, bonjour. Donc, je vois qu'il y a un participant pour l'instant. Donc, bonjour Monsieur Djouadi, bienvenue. Pour l'instant, il y a une personne. On va attendre un petit peu que ça se remplisse. Ah, deux participants. On va attendre un petit peu que ça se remplisse. Alors, en attendant, pour les participants, si vous pensez à des questions d'emblée, vous avez un onglet questions sur le panneau de configuration. Vous pouvez commencer à écrire des questions si vous en avez. Ça me fait un tableau de pense-bête. J'y répondrai en dernière partie. Voilà, donc je vois qu'il y a un troisième participant. Bonjour, pas bien le nom. Carole Atlan, bonjour. Ah, j'ai un bonjour de l'île de la Réunion, c'est gentil. Merci. Donc, on a des Français d'outre-mer qui s'intéressent à nous, c'est sympathique. Bon, je vais attendre jusqu'à 18h05 pour laisser retardataire le temps d'arriver. Puis après, on va commencer doucement, ça va faire venir les autres, comme on dit. Voilà, je vois qu'il y a une main levée avant de commencer. Écoutez, comme votre micro est a priori coupé, je pense que je vais activer votre micro. Ah, je ne peux pas activer le micro, donc si l'organisatrice peut m'aider à activer le micro de la personne qui a levé la main. Ah, bah, la personne qui a levé la main a baissé la main. Donc, bon, je ne sais pas m'adresser à vous directement, mais vous avez un onglet questions dans lequel vous pouvez poser une question par écrit à laquelle je m'efforcerai de répondre oralement. Voilà. Je ne suis pas super top sur cet outil. Ça doit être la deuxième fois que je l'utilise. La dernière fois, c'était il y a déjà quelques mois. Voilà. Bon, bah, je vois qu'il est 18h05. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tranquillement. Donc, bonjour aux quatre personnes maintenant qui sont là. Je suis donc François Lessu, le responsable scientifique et l'âme organisatrice de ce Master SEO. Et je ne suis pas accompagné ce soir, mais de Jean-Luc Perrodin, qui est le deuxième organisateur de ce master, plus sur la partie pédagogique et administrative. Une conseillère master spécialisée avec laquelle vous auriez éventuellement affaire si vous souhaitez vous inscrire, qui est Magali Bador-Grenier. Et nous avons deux étudiants qui sont là en témoin, Sviatoslav et Guillaume,
qui sont des étudiants de la promotion en cours, donc qui sont sur les bancs de l'école actuellement et avec qui vous pourrez converser en direct pour échanger sur leur ressenti, leur vécu, etc. Toutes ces sortes de choses que moi je ne pourrais pas vous dire parce que évidemment je ne suis pas complètement schizophrène, je suis pas à la fois assis sur les bancs et debout au tableau. Voilà, donc bon, on peut passer, je pense, au slide suivant. Voilà. Donc, c'est quoi les objectifs du Master SEO si vous vous inscrivez à ce Master? Qu'est-ce que c'est que sont vos objectifs? Donc, voilà, ce slide nous montre un certain nombre de points clés. Devenir un acteur du changement dans les entreprises, c'est clair. S'approprier les nouvelles technologies, suivre leurs évolutions. Concevoir et déployer des systèmes d'information dans un environnement technologique de plus en plus complexe, c'est peut-être ce qui vous amène. Vous êtes peut-être vous-même déjà technicien, mais vous voulez faire sauter un plafond de verre qui vous empêche d'accéder à des fonctions supérieures dans votre entreprise. Appréhender efficacement les difficultés des technologies employées. Pour beaucoup d'entre elles, l'auto-apprentissage a ses limites, et surtout si vous êtes déjà en poste. Donc, vous avez besoin qu'on vous aide. Il y a beaucoup de choses à connaître et beaucoup de liens à établir avec des tas d'informations connexes. Donc, nous sommes là pour ça. On est là aussi pour vous apprendre un savoir-être, notamment celui d'être capable de s'intégrer dans les équipes. Dès le premier jour, on travaille en équipe. Non. Tout ce qu'on peut faire en équipe, on le fait en équipe parce que tous les stagiaires qui font leur stage travaillent en équipe. C'est le mode de fonctionnement. Et enfin, parce que vous intégrez une grande école qui s'appelle Centrale Supélec, qui génère plutôt des patrons depuis bientôt des siècles, ben, on vous apprendra un peu à manager des équipes pluridisciplinaires parce qu'à la sortie de ce master, vous êtes amené très vite à manager. Même quelquefois, en stage déjà, vous êtes appelé à manager, on vous donne des responsabilités. Donc ça, ce sont les objectifs en quelques mots-clés du master. Peut-être on peut passer à la diapositive suivante. Pour atteindre ces objectifs, l'ensemble des cours s'organise en, je dirais, 5 grandes rubriques. Il faut savoir que le master, en fait, se veut être un master autour du traitement de la donnée. C'est devenu un peu notre fil conducteur, notre fil rouge, si j'ose dire, et les 2 étudiants présents ici, ça va les faire sourire. Et pour atteindre cet objectif, l'équipe pédagogique s'est entendue sur un certain nombre de rubriques qu'on a organisées grosso modo en trois parties de 200 heures. Vous voyez, 204, 210, 180, et une dernière partie un peu moins volumineuse qu'on appelle la professionnalisation. Donc, je vais me concentrer d'abord sur les 3 premières parties. Parce que vous venez d'horizons très différents, avec des parcours très différents les uns des autres, on a forcément une partie du programme qui s'attache à homogénéiser le niveau et les connaissances de chacun d'entre vous. C'est pour ça qu'on l'appelle fondamentaux, langage, système, réseau, process, méthode de travail, etc. Donc on va faire du réseau, on va faire du système, on va faire de la programmation, on va apprendre des tas de choses dans ce domaine. Pour certains, même ceux qui savent, parce qu'ils sont à l'école, ils disent oui, mais moi j'ai fait du Python, j'ai fait du système, etc. Bon, on s'aperçoit que c'est pas plus mal de réviser les choses de façon assez fouillée dans certains domaines. Donc c'est pour ça que ça nous prend 200 heures. On a également, après cette étape de fondamentaux, alors on n'attend pas que ce soit la fin, en fait il y a une espèce de glissement en tuilage dans l'emploi du temps, on essaye le plus harmonieux possible pour aller vers des thématiques un peu plus nouvelles technologies. Donc c'est là où on va vous parler de machine learning, de deep learning, que sais-je encore, de containerisation, de virtualisation, de cloud, de big data, bah, des mots que par ailleurs vous entendez forcément, ce qui vous motive probablement à venir nous rejoindre, et en tout cas que demanderont vos futurs employeurs. Donc c'est là un peu, je dirais, le cœur réactif du master, ce sur quoi vous allez nous choisir et venir. Et tout ça ne serait rien si il n'y avait pas ce que les directeurs de ressources humaines appellent des soft skills, à savoir toute une partie savoir-être qu'on va tenter de vous enseigner dans du leadership, dans du management, avec quelquefois des anciens du master qui reviennent vous enseigner, et puis des
des externes qui ont l'habitude de faire du coaching en entreprise, de cadres, de dirigeants, de directeurs de ressources humaines, et ils vont tenter de vous insuffler tout ça pour vous aider d'une part à dégager quels sont vos objectifs professionnels, vos vrais objectifs professionnels, les questions qui vous motivent en venant. C'est pas pour vous allonger sur un canapé dans un but freudien, pas du tout. C'est juste pour vous aider à bien choisir ce qui arrive derrière. C'est-à-dire, compte tenu de l'énorme paquet d'informations technologiques qu'on va vous donner, choisir à bon escient le stage qui vient derrière et le boulot peut-être qui va en découler. En tout cas, pas vous tromper sur vos objectifs. Donc là, ça va vous aider à réfléchir sur vous-même, en clair. Ça, c'est, je dirais, la grande image. En plus restreint, il y a un certain nombre d'étapes dans l'année où vous allez rencontrer des entreprises. Eh bien, savoir vous présenter, savoir rédiger un CV, savoir exprimer clairement vos objectifs, demander quelles sont vos prétentions salariales. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les soft skills et on va vous les enseigner. Ensuite, alors bon, il y avait professionnalisation, ça entrait dedans. Ensuite, il y a un cinquième point qui est important et qui traite plutôt de la deuxième partie de l'année, c'est le stage. Donc, je veux dire, grosso modo, les 4 premiers points, c'est les 6 premiers mois de l'année, donc de septembre à mars, et les 6 autres mois, d'avril donc jusqu'à septembre l'année qui suit, vous allez être en stage de 6 mois, et ce stage ne se conclura pas comme chez beaucoup par un mémoire de stage, non, non, un bac plus 6, un master spécialisé, c'est régi par un règlement de la conférence des grandes écoles et ça s'appelle une thèse professionnelle. Donc c'est un exercice qui est différent de celui du mémoire. On vous expliquera de quoi il retourne avec un cahier des charges et c'est ce qui effectivement balisera la fin de votre parcours dans nos murs par la soutenance de cette thèse professionnelle à l'issue de votre stage. Voilà. Donc une fois que vous avez tout ça, au bout d'un an, eh bien, on vous le souhaite, on vous diplôme, vous avez un beau diplôme master spécialisé de l'école centrale Supélec et statistiquement, vous allez dépasser le niveau que vous avez actuellement, vous allez atteindre des postes que vous n'aviez pas et donc vous reviendrez nous en parler très vite parce que ça enrichira notre base de données qui permet de motiver d'autres étudiants comme vous à venir nous rejoindre. Je pense qu'on peut passer la slide suivante. Voilà, alors ça tombe parfaitement bien parce que c'est ce dont je voulais vous parler. Qu'est-ce que vous allez faire à la sortie, du master? Eh bien, il y a à la fois des métiers plus sur l'infrastructure, le stockage de haut niveau, l'architecture cloud. Alors, quand je dis architecture, il ne s'agit plus d'aller dans les salles machines et de manipuler des baies. Aujourd'hui, tout ça, c'est du logiciel. Donc, en architecture, des réseaux, des systèmes, des infrastructures de serveurs, de proxy, de reverse proxy, de stockage, que sais-je, de bases de données, de manière virtuelle et qu'on instancie dans des clouds. Donc, là, il y a des gens qui vous expliqueront comment ça fonctionne. Donc, il y a un certain nombre de demandes, ou du moins ça fait partie des demandes des entreprises, maintenant que les jeunes gens sachent faire ça. On vous enseignera des techniques de big data, et ça c'est une grosse composante aujourd'hui qui s'inscrit sur le stockage, le big data. On vous enseignera aussi bien sûr le machine learning, donc les débouchés sont en phase avec ce qu'on vous enseigne et en fait on vous enseigne ce que les débouchés demandent. Donc le machine learning c'est quelque chose qui est très prégnant dans la demande des entreprises. En ce moment je suis les thèses professionnelles des gens qui sont en fin de cycle, de ceux qui ont démarré en septembre 2020. Là ils sont en train de soutenir leur thèse pour être diplômés. Eh bien pratiquement dans toutes les thèses que je suis, il y a de près ou de loin du machine learning et du deep learning. Donc, autrement dit, ce que les gens qui font du marketing appellent de l'intelligence artificielle. Donc, ça, il n'y a pas de stage pratiquement qui n'en parle pas. Donc, c'est extrêmement prégnant. Donc, à ce titre, vous êtes potentiellement data engineer. Ça, quand vous sortez du master, il n'y a pas de souci. On me pose souvent la question, c'est pas inscrit dans ce slide, de data scientist. Pour certains d'entre vous, vous pouvez être data scientist directement à la sortie du master, mais je dirais seulement ceux qui ont un bagage mathématique très conséquent quand ils arrivent. Après, ça ne veut pas dire que vous ne puissiez pas l'être, mais il vous faudra peut-être quelques années d'expérience, je dirais entre 1 et 2, voire 3 années supplémentaires pour acquérir
un niveau qui puisse vous vendre, entre guillemets, aux entreprises en tant que data scientist. Bon, alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des jeunes gens qui sortent et qui sont directement embauchés en tant que data scientist. Bon, quelquefois, le titre est un petit peu au-delà des capacités. Simplement, il y a une énorme demande des entreprises et ils sont prêts à former les gens sur le tas sur un titre qui en devenir. Bon, mais c'est pour ça que dans les débouchés, moi, je préfère ne pas dire que vous êtes data scientist pour que vous surpreniez en bien les entreprises et pas l'inverse. Chef de projet informatique, de toute façon. Merci, j'ai pas tout à fait terminé. Merci. Il y a tout ce qui concerne architecte système d'information. Bon, c'est un peu, ça rejoint un peu le premier point, architecte cloud. Consultant, bien entendu, tous les métiers du consulting sont accessibles. Et de manière transversale, pour tous les métiers précédents, il y a expert dans des cellules de R&D, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises, même des très grandes, hein, dernier sous-tense par exemple en thèse chez Safran, bon ben c'est des petites cellules de quelques personnes, de 3-4 personnes, et ils fonctionnent comme des petites cellules de R&D. Donc très vite, vous, en tant que jeune étudiant, vous arrivez dans ces structures-là, avec la tête bien pleine de tout ce qu'on vous a raconté pendant un an, et vous agissez en tant qu'expert. Après, à vous, effectivement, d'enrichir ce savoir, de ne pas le laisser mourir et de continuer sur cette voie si c'est ça que vous souhaitez. En tout cas, c'est comme ça que vous êtes vu quand vous arrivez dans les entreprises. Voilà, là, vous pouvez passer le slide suivant. Merci. Voilà. Alors, le camembert qui suit montre dans les récents sondages comment est-ce que vous vous dispatchez selon les grandes thématiques. Donc, vous voyez l'énorme prépondérance du conseil. Voilà. Et puis, informatique, télécom, agroalimentaire, transport logistique. Pour le reste, après, le secteur de défense est quand même un peu particulier. Beaucoup d'entre vous sont déjà militaires, enfin, sont militaires quand ils arrivent, et donc ils restent militaires. Donc c'est pour ça qu'on a une partie du camembert qui est défense. Mais sinon, pour le reste, c'est énormément du conseil, avec dans le conseil, je dirais, une grosse part souvent de cellules R&D. Voilà. Après, ces débouchés peuvent changer assez vite selon les années parce que c'est très contextuel. Là, c'est les plus récents. Maintenant, je pense que pour nos étudiants qui sortent, là, il y aura forcément une mise à jour qui va probablement changer un petit peu les limites. Ne serait-ce par exemple, si on a moins de militaires dans la promotion, ça va faire décroître la part de défense, alors que ça ne veut pas dire que vous vous intéressez plus ou moins la partie de défense. Vous voyez, il y a un biais dû à la composition initiale des étudiants du master. Voilà. Diapo suivante. Alors là, c'est des chiffres qui vont vous intéresser. 46 000 € de salaire mensuel net en première embauche. Alors ça, c'est si vous n'allez pas dans le secteur public, hein, entendons-nous bien. Là, je vois un étudiant là qui part sur l'INRA. Bon, bah, c'est la recherche. Bah, il y a une dizaine de milliers d'euros en moins, hein, ça c'est clair. Mais ça, on sait, la recherche en France n'est pas très bien lotie. Mais il y en a qui peuvent être payés plus selon les expériences professionnelles, bien entendu. Ça, c'est une moyenne. Alors, 60% financent leur formation grâce à leur entreprise. Là, je laisserai éventuellement les spécialistes vous en parler. Ça, je ne suis absolument pas compétent pour vous en parler. Par contre, ce sur quoi je suis compétent, c'est 100% des diplômés sont en poste à leur fin de cursus. Ça, c'est clair. Soit les boîtes veulent les embaucher et ils ont de meilleures offres ailleurs, soit c'est vraiment que ça leur plaît pas. Mais il n'y a aucun souci, ils n'ont vraiment pas fait affaire dans l'entreprise. Mais en général, quand l'entreprise peut embaucher, ils sont pris parce que leurs compétences sont reconnues. Et moi, jusqu'à présent, même les moins bons travaux de thèse, en fait, satisfont quasiment tout le temps au-delà des espérances des entreprises. Donc, je ne suis pas anxieux pour les déboucher. Et enfin, j'imagine que 3 ans d'expérience professionnelle en moyenne, ça c'est pour ceux qui arrivent en termes de candidats au master. Ça veut dire que vous pouvez venir juste à la sortie de vos études, mais oui, pour certains d'entre vous, vous avez quelquefois 10, 15 voire plus années d'expérience après votre dernier diplôme. Le master prend tout le monde et on fait un groupe homogène très rapidement.
dis, on travaille en équipe, donc les équipes mélangent les jeunes diplômés avec ceux qui sont un peu plus expérimentés et tout ça marche très bien. Peut-être diapositive suivante s'il y a lieu. Voilà. Alors ça, le réseau central Supélec, je ne suis pas très habile pour en parler, mais bon, voilà, 45 000 diplômés en France et à l'international, 500 événements par an. Bon, le reste, je préfère que vous questionnez les personnes compétentes pour ça. Je ne suis pas le plus compétent. Mais ce qui est sûr, c'est que le réseau est très important. Ça, bon, rien que pour le Master SEO, on a un groupe sur LinkedIn qui marche, ma foi, assez bien. D'anciens étudiants viennent recruter des nouveaux pour des jobs, voire proposer des stages, voire proposer des projets, etc. C'est un petit groupe qui commence à bien fonctionner et c'est déjà pas mal d'avoir ce petit réseau des anciens du SEO comme une poupée russe à l'intérieur du grand réseau des anciens élèves de Centrale Supélec. Peut-être diapo suivante, voilà. Et enfin, nous allons passer la parole à deux étudiants qui ont bien voulu sacrifier sur leur temps d'études et Dieu sait qu'il est très pris, et j'en suis le premier responsable, mais je ne plaide pas coupable. Ils sont très occupés, malgré tout, ils ont bien accepté de bien vouloir vous parler, donc c'est très volontiers que je leur laisserai la parole. Voilà. Après, je suis ouvert, bien entendu, à toutes les questions. Et vous avez un onglet questions dans le panneau de configuration de GoToWebinar. Pour l'instant, j'ai eu qu'un bonjour de l'île de la Réunion, c'est très plaisant, mais je peux répondre à des questions plus compliquées, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je laisse la parole éventuellement à nos deux étudiants, Guillaume et Sviatoslav. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Aibio, donc je suis issu d'une école d'ingénieur en data science et donc je suis en train de faire ce master spécialisé pour avoir le côté data engineering que je n'ai pas du tout à l'issue de ma première formation et donc pour obtenir une vue globale du monde de la data, donc pour comprendre l'amont et l'aval. Voilà, donc je laisse Slava parler de lui. Merci Guillaume. Moi, je m'appelle Sviatoslav Saprikin. Je suis ingénieur de Centrale Paris, promo 2012. Ensuite, j'ai travaillé 3 ans dans le département des achats dans l'industrie des automobiles en Russie. Et ensuite, je suis allé en Algérie pour travailler à l'ambassade pendant presque 6 ans. Donc là, je fais master spécialisé SIRO parce que je voudrais bien mettre à jour les connaissances dans le domaine informatique. Et voilà, j'apprécie beaucoup ce programme. Comme il n'y a que 4 personnes dans les participants, n'hésitez pas à poser des questions. Là, c'est quasiment la conférence particulière. On peut profiter que nous sommes là pour poser toutes vos questions. On est là pour vous répondre. Alors, si vous avez un souci pour parler ou pour prendre la parole, c'est pas un problème. Je rappelle que vous avez un onglet questions dans lequel vous pouvez taper vos questions. Et l'un d'entre nous y répondra si c'est plus aux étudiants ou à moi que la question s'adresse. Oui, Guillaume ou Sviatoslav, vous pouvez préciser pourquoi vous avez choisi Centrale Supélec pour cette formation? J'ai choisi cette formation parce qu'elle répondait à mes besoins. On a des cours qui sont déjà l'enchaînement des cours est finement pensé. Du moins, la succession des cours, la succession des cours est très bien établie. Donc moi, j'ai plus fait cette formation pour avoir le côté data engineering. Et on voit toutes les technologies du cloud, de la virtualisation, de la containerisation. En fait, ça reprend l'intégralité de mes exigences
et aussi l'excellence de la formation, l'image de Centrale derrière. Et on a également les profs ce n'est pas du tout une relation d'émetteur-récepteur, c'est plus un échange entre les profs et les élèves. Et les profs sont réellement attentifs à nos besoins. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que Guillaume a dit. Et de plus, il y a l'ADN de Centrale Supélec qui est très importante. Et par exemple, il y a plusieurs associations, des associations sportives, des clubs. On peut faire le sport sur le campus. Et c'est pas seulement le côté technique, mais c'est également le côté du développement personnel. Là, depuis 6 semaines, on a eu 2 sessions du développement personnel. Donc, il y a des tuteurs qui travaillent avec nous, qui nous essayent, qui nous essayent guider un peu et de comprendre où on pourrait aller si jamais on n'est pas sûr. Alors, merci Sviatoslav. Alors, vous voyez, vous avez parlé, ça suscite des questions, donc c'est magique. Alors, j'ai une première question. Combien d'apprenants sur la promotion actuelle des EP? Alors, je m'arrange pour que les promos fassent entre 15 et 20 étudiants, parce que c'est le bon chiffre pour moi pour qu'il y ait une petite promotion, mais que ce soit un groupe, quoi. Et là, cette année, il y en a un peu moins, ils sont que 13. Voilà. Mais l'année dernière, il y en avait 17 et c'était bien. Voilà. Donc moi, je table entre 15 et 20, ça fait des bonnes promos. Ensuite, j'ai une autre question. Bonsoir. Pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste le métier exactement? Alors, en fait, c'est une question qui est très compliquée parce qu'il ne s'agit pas d'un métier. Est-ce que vous pourriez préciser votre question ou parce que des généralités, je peux enfiler les généralités comme ça les unes derrière les autres, mais je préférerais une question un petit peu plus précise. Si vous pouviez la reformuler. En attendant, je vais répondre aux autres questions. Alors, est-il possible d'obtenir le diplôme en VAE? Alors ça, je ne sais pas répondre à cette question. Je crois que la réponse est oui, mais je ne peux pas vous l'affirmer. Je vais demander à l'organisatrice de noter votre question. De toute façon, elle sera notée et vous aurez une réponse en différé. De mémoire, jamais fait. Ah ben je vois qu'il y en a un. Merci. Je croyais que ça avait été fait, mais bon. On accepte des VAP, c'est-à-dire des diplômés qui n'ont pas le bac plus 4 ou le bac plus 5 pour rentrer dans un master spécialisé, donc un bac plus 2 ou un bac plus 3, bien sûr avec examen du dossier, avec quelques années d'expérience. Mais de mémoire, la conférence des grandes écoles qui donne l'accréditation pour le master spécialisé, je ne crois pas qu'il soit prévu de VAE, sauf à me tromper, ou sauf que ça a évolué récemment. D'accord. Merci Jean-Luc. Donc on a été rejoint par Jean-Luc Perrodin, le deuxième responsable du master dont je vous parlais sur le premier slide. Donc j'ai une deuxième question. Description d'une journée type. Alors peut-être que là je vais laisser la parole aux étudiants. Parce que moi, ma vision des choses est forcément différente de la leur, donc je laisse parler les étudiants. Ils peuvent donner chacun leur approche. Allez-y, on vous écoute. Généralement, on a cours de 8h30 à soit 11h45, soit 13h. Et l'après-midi, on reprend de 14h jusqu'à 17h. Donc, je ne sais pas si c'est la réponse attendue à la personne qui a posé la question. Il faut préciser néanmoins qu'il y a quand même de temps en temps une, voire 2 demi-journées de libre dans la semaine. C'est un peu moins vrai aux premières parties de l'année, de septembre à décembre. Ça l'est beaucoup plus de la partie janvier à mars. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de temps libre dans l'emploi du temps, mais ce n'est pas forcément du temps libre parce que c'est du temps que les étudiants doivent consacrer par groupe à travailler sur des projets. Alors, c'est vrai que cette année, vous n'avez connu que les 2 premiers mois, mais c'est ce qui va se passer pour la suite de l'année.
Voilà, et en fait, cette personne avait précisé sa question. Pouvez-vous décrire une journée de travail en entreprise? Alors, pouvez-vous décrire une journée de travail en entreprise? Non, je ne peux pas vraiment décrire une journée de travail en entreprise parce que là, c'est à l'école. Par contre, je peux vous en dire un peu plus sur le mode projet et mise en œuvre dans le sein de la formation. Alors, il y a à peu près 600 heures de cours étalées sur 6 mois. Donc, un rapide calcul vous met à 100 heures de cours par mois. Donc, une semaine de ces 25 heures de cours à peu près. Donc, 25 heures de cours réparties sur 5 jours. Vous allez me dire, ça fait 5 heures par jour. Bon, jusque-là, c'est des moyennes. Après, la semaine est organisée en général un petit peu différemment. C'est-à-dire que le lundi, mardi, c'est des journées pleines. Le mercredi matin, il y a cours, pas le mercredi après-midi, ce que disait mon collègue Jean-Luc Perrodin. Le jeudi matin, il y a cours et pas le jeudi après-midi. Et le vendredi, on repart sur une journée complète. Ça, c'est un peu le rythme du premier trimestre, le rythme standard. Mais comme toute règle standard, il y a des contre-exemples. Bon. Après, au deuxième trimestre, l'emploi du temps s'éclaircit un peu pour que du temps soit dégagé pour les étudiants pour faire leurs projets, leurs divers projets. Alors, il y en a au moins 2 officiels, c'est-à-dire contractuels dans le master, un projet qui est dit industriel, c'est-à-dire qu'il est donné par des entreprises extérieures au master, et ces projets sont gérés par groupe de 3, donc tout au long de l'année, de octobre à mars, et font l'objet d'une soutenance fin mars avec l'industriel qui l'a donné. Et bon, ça compte pour une note, ça va travailler. Et ça, ce projet est géré dans le premier trimestre sur le mercredi après-midi, et au deuxième trimestre, mercredi toute la journée, plus tous les autres trous dans l'emploi du temps, qui peuvent être nombreux, plus ou moins. Plus, bien sûr, en dehors, le week-end, le soir, ça ne regarde pas. Ça, c'est un premier projet. Et le deuxième projet, qui est un projet fil rouge, qui est lui un projet plus académique, parce qu'il reste uniquement à l'intérieur du master, est un projet dont le but est pédagogique et de faire un lien, un fil rouge, donc au sens un fil conducteur entre les cours pour renforcer, je dirais, la compréhension de l'interconnexion des diverses briques technologiques que l'on aborde sur une problématique commune. Donc ça, c'est traité au fil de l'eau dans les cours. Donc les cours, les profs intéressés ça accapare ce projet et en font un bout, un petit bout, un gros bout. Ça, c'est complètement laissé à disposition. Et en tout cas, ce projet fait l'objet d'un petit rapport qui est rendu à la fin et qui fait aussi l'objet d'une note. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu sur la deuxième partie de votre question, mode projet mise en œuvre, mais n'hésitez pas à continuer à me poser une question, j'y répondrai bien volontiers. Alors, ce qui m'importe de comprendre, c'est une journée type dans l'entreprise, pas à l'université. Alors, une journée type dans l'entreprise, au risque de vous décevoir, je ne sais pas vous répondre. Il y a autant de rythmes types que d'entreprises. Si vous êtes militaire et que vous venez faire ce master, c'est clair que la journée type ne sera pas la même que si vous faites de la recherche à l'INRA ou que vous êtes dans un centre de recherche à l'IBM ou dans une société de services de toutes les grandes sociétés de services qui gravitent autour de l'école centrale ou que vous êtes dans une start-up et que vous faites de la R&D, voire que vous avez créé vous-même votre start-up et que vous travaillez pour devenir une licorne. Vous voyez, il y a pratiquement autant de journées type que de débouchés possibles. Donc, ça m'est extrêmement difficile d'extraire une essentialisation pour vous dire une journée type. La journée type, je dirais, c'est de se lever le matin, d'aller bosser, de retourner le soir. Bon, en voulant dire le moins de bêtises, ça va être ça ma réponse, mais c'est évidemment pas ça que vous voulez entendre. Voilà. Donc je me doute que je n'ai pas répondu à votre question, mais vous avez compris que je ne peux pas répondre à cette question. Bon, écoutez, si vous le prenez avec humour, tant mieux, moi aussi. S'il y a d'autres questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Alors c'est vrai que on n'a pas abordé quels sont les points forts de ce master,
Donc, une grande ouverture internationale, ben, c'est vrai, on a des étudiants qui viennent d'un peu partout. Un peu moins, c'est vrai, avec les années Covid, mais sinon, j'ai des étudiants qui viennent un peu partout du monde francophone et même au-delà. Sviatoslav n'est pas nécessairement dans la cible du monde francophone, et pourtant était nous. Bon, c'est vrai qu'il a fait un diplôme à Centrale il y a quelques années, mais bon, voilà. Et puis, un référentiel pédagogique high-tech, ça c'est vrai que c'est notre souci, c'est de rester un peu cutting edge, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire qu'on est à l'affût des nouvelles technologies, non pas pour faire du suivisme, mais c'est parce que c'est ça qui vous donne un surcroît d'appétence aux entreprises pour qu'elles vous embauchent. Voilà, par exemple, on fait du machine learning et du deep learning déjà depuis quelques années. Et quand on a commencé, bon, c'était un peu le désert autour de nous. Donc, je veux dire, on était un peu, je dirais pas pionniers, mais les étudiants, les premières promotions du SEO qui sont sorties avec ce label-là, on se les arrachait. On se les arrache aussi maintenant, peut-être encore plus, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent en faire. Mais à l'époque, on était un peu pionniers, en tout cas dans les masters à Centrale Supélec. Donc, on reste en constante évolution. Il y a un comité pédagogique qui se réunit tous les ans et qui travaille sur le référentiel, qui travaille à une continuelle amélioration de la façon avec laquelle on présente les choses, de ce qui devient un peu périmé, prend moins d'heures, et de ce qui, au contraire, faudrait faire accroître en termes de volume horaire. Je vais compléter ma réponse sur la VAE. Il semblerait que certains masters spécialisés soient accessibles en VAE à condition qu'ils soient inscrits au RNCP. Donc, ce n'est pas le cas de tous les masters. C'est quelques masters seulement. Il faut donc, une inscription au RNCP, deux, que dans l'accréditation qui est demandée à la conférence des grandes écoles, cette obtention par validation des acquis de l'expérience soit autorisée et validée. Ce qui n'est pas le cas pour le master SEO aujourd'hui. Merci Jean-Luc. Alors j'ai une autre question. Quels sont les supports de cours que vous utilisez? Alors les supports de cours sont d'abord propres à chaque enseignant. Ça peut être des slides, ça peut être des PDF, ça peut être des listes bibliographiques, c'est extrêmement variable. Je crois que je vais aussi laisser la parole à nos étudiants qui vont compléter ma réponse. Bah, comme l'a dit François Lésus, c'est des slides, des PDF, des supports de cours normaux. Je n'arrive pas à trouver. Bon, Je dirais que c'est pas seulement les supports de cours qui nous aident, mais c'est aussi l'approche des enseignants qui nous apprend à apprendre. C'est ça ce qui est important et significatif, pas seulement pour les études, mais également pour la vie professionnelle. Je pense que Sviatoslav a dit le mot juste, apprendre à apprendre. On essaye effectivement d'insuffler ce réentraînement, parce que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà eu, puisque vous avez fait des études supérieures pour arriver jusqu'à nous, mais c'est des choses qu'on oublie. Et typiquement, on ne peut pas tout vous apprendre, mais quand vous sortez de là et que vous allez en stage, bon, ben, dans l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez, il y a forcément des technologies qu'on vous demande de mettre en œuvre que vous n'avez jamais vues ou dont vous avez juste entendu parler. Bon, ben, avec le bagage qu'on vous donne, c'est pas un problème. Là, on fait plus de web, on fait plus de développement web spécifiquement. Je vais prendre un exemple, Node.js. Bon, il n'y a pas de cours de Node.js. Bon, j'ai une étudiante qui a eu besoin de Node.js. Voilà, quoi, elle s'est mis à Node.js et puis, non, un étudiant, pardon. Et en 15 jours, 3 semaines, voilà, ils étaient déjà capables de sortir un petit serveur avec Node.js. Et puis, voilà, parce que, elle a bien dit, elle avait par ailleurs la compréhension de tout l'écosystème qui est autour, aussi bien stockage qu'échange réseau, que interruption, comment marche un système d'exploitation, comment marche une allocation de mémoire, etc. Un compilateur just-in-time. Bref, elle avait toutes les notions pour comprendre facilement juste ce qui concerne Node.js sans avoir à apprendre l'informatique autour. Donc c'est en ça qu'on vous donne les billes pour apprendre à apprendre. Voilà. Et puis je vois qu'entre-temps, il y a d'autres questions qui sont arrivées. Alors, passe-t-on son temps devant un ordinateur à développer un programme?
Alors, je pourrais répondre, mais là aussi, je vais laisser nos étudiants répondre. Ce sera plus crédible que ma propre réponse. Guillaume, on vous entend pas. Non, moi je dirais non. On a des cours assez de fondamentaux, on a des cours de pratique. En fait, on est au début de la formation, donc on a quand même une vision un petit peu biaisée, mais actuellement, on a vraiment des cours assez variés. Euh, on a des cours, par exemple, de sécurité, où là, c'est plus des notions fondamentales. Après, on a des cours, par exemple, de Python, où là, c'est plus de la pratique. Des cours de containerisation, de virtualisation, où là, c'est plus comprendre comment marche le cloud, comment marche Docker, comment marche Kubernetes. C'est assez varié, en fait. On n'est pas là à coder comme à l'école 42, par exemple. Voilà. Merci, Guillaume. Je voudrais ajouter quelque Oui. chose. Le Master SEO n'est pas un master de développement. Nous utilisons le développement comme support. Donc, les étudiants codent. Il y a même un apprentissage du langage Python parce que c'est le langage des data science aujourd'hui, le langage principal, je ne voudrais pas dire le seul, mais le langage principal. Mais l'objectif du Master SEO n'est pas de faire vous des codeurs, comme ainsi bien dit. Il y a d'autres écoles pour ça. L'école 42, par exemple, forme probablement des très bons codeurs. Hein. Donc, on ne leur fait pas du tout concurrence parce qu'on n'est pas du tout sur le même créneau. On forme des gens qui savent aussi coder, mais qui sont appelés à prendre des responsabilités aussi bien d'architecture que d'hommes. Donc, il faut qu'on balaye large et je veux dire, on n'a pas pour rien le tampon central Supélec. Et tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Guillaume ou c'est Serbe qui a parlé de l'ADN de Centrale Supélec. L'ADN de Centrale, et en tout cas l'ADN du Master SEO vient de l'ADN de Centrale, qui est une école généraliste, c'est-à-dire bon en tout, mais mauvais en rien. Donc, il faut savoir tout faire, quoi. Donc, coder aussi. Maintenant, ça ne fait pas de vous des codeurs. Donc, vous ne passez pas votre temps à coder, vous ne sortirez pas de là en étant des champions du codage. Non, ça c'est clair. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question sans faire peur. Alors, pouvez-vous nous donner le programme détaillé, s'il vous plaît? Alors, non, je ne peux pas vous donner le programme détaillé parce que l'année prochaine, il sera un petit peu différent. Néanmoins, si vous allez sur le site web du Master SEO, il y a une slide qui est assez détaillée par volume, qui vous dit par gros bloc de ce que je vous ai indiqué, qu'est-ce qu'il y a dedans. L'adresse du site était sur une des slides, une des diapos précédentes, hein, Ah, d'accord, ça j'ai dans pas le suivi. diaporama. D'accord. Oui, Tombal, voilà ici. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bonne question. Ah oui, ben, je viens de la voir. Si on ne sait pas coder ni de connaissances en Python, peut-on intégrer la formation? Alors, je dirais oui, mais déjà, il faudrait que vous ayez quand même une formation scientifique non négligeable. C'est-à-dire, si vous êtes un pur littéraire, je vous dirais vous allez avoir beaucoup de soucis. Je ne sais pas si je vous prendrai. Donc ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, ne pas vous y prendre trop tard. C'est-à-dire, si vous êtes un pur littéraire et que vous venez me voir au mois de juin, je vous dirais non. Je fermerai la porte en vous disant non, mais je suis désolé, je ne peux pas vous emmener à l'échec parce qu'il est assuré. Si vous êtes un scientifique ou vous avez une formation scientifique et que de près ou de loin, vous avez peut-être fait un peu d'informatique, mais que ça commence à dater et que vous venez me voir maintenant, ou je dirais jusqu'en janvier-février, je vous dirais OK, la route va être longue, mais c'est faisable. Et une fois que vous serez inscrit, je vous donnerai une liste de prérequis. Et là-dedans, vous aurez un chemin, parfois peut-être un peu ardu, mais qui vous donne les clés de la réussite. Donc, il y aura du Python, il y aura aussi un peu de système, il y aura un peu de réseau, il y aura un peu tout ça. L'idée, c'est que vous n'arriviez pas complètement vierge de ces sujets à la rentrée, parce que sinon, c'est injouable. Mais beaucoup de gens viennent suivre ce master et avec succès, et ce ne sont pas les moins bons,
sans savoir vraiment coder en informatique. Je vais vous donner un exemple. Là, aujourd'hui, j'ai présidé le jury de thèse professionnelle d'un ancien pharmacien qui sortait de sa formation pharmacien. Bon, l'informatique, c'était très léger. Il savait se servir de Word et Excel, quoi, en gros, hein. Et il a fait un travail, enfin, il nous a fait un travail en intelligence artificielle, ma foi, tout à fait respectable. Donc, c'est possible, oui. Juste pour ajouter quelques mots, si vous permettez. Bien sûr. Même si j'ai eu la formation généraliste et je connaissais faire quelque chose en Python, tout à fait, la liste des prérequis, quand il a été distribué, il m'a aidé beaucoup pour apprendre et mettre à jour les connaissances. Et là maintenant, même si la vie est assez compliquée, je souffre pas énormément pour suivre le programme. Donc, après 10 ans d'expérience dans le service public où j'ai pas fait d'informatique, pareil dans le service des achats, ça va, c'est faisable. François, on peut également citer l'exemple, je ne retrouve plus le nom de l'étudiant qui avait un master en droit, qui n'avait pas un bac scientifique et qui passait ses week-ends ou ses vacances à coder, à dépioter l'informatique parce qu'il adorait ça et qui a fait un brillant master spécialisé. Oui, oui, tout à fait. Il y en a eu d'autres. Bah, ils étaient peut-être plus scientifiques, mais là, oui, c'est vrai, ce gars qui était un juriste, ouais. Mais les juristes, ils ont un esprit qui est proche de l'esprit scientifique, c'est-à-dire ils ont un esprit très précis, avec les connaissances sont très structurées, donc ils ont un esprit très structuré, les juristes, hein, ça. Maintenant, bon, c'est pas du codage et c'est pas de l'informatique, c'est clair. Ouais, je me souviens. Je ne saurais pas non plus mettre un nom dessus. Mais si, on était à Châtenay encore, hein. Alors, y a-t-il d'autres questions? Non? S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être pouvoir clôturer. Donc, je ne sais pas si Madame Dubois veut reprendre la main pour donner un message de fin ou de continuation vis-à-vis de ses étudiants. En tout cas, ce que je sais, c'est que vous pouvez continuer à nous contacter. Alors, il y a peut-être il y a une petite erreur sur l'email SIO-ECPFR me concernant. Vous mettez Centrale Supélec comme Monsieur Pérodin, parce que ça marche pas toujours cette adresse-là. Mais sinon, n'hésitez pas à nous contacter pour un complément d'information. Il n'y a aucun souci. Alors, on ne répond peut-être pas dans l'heure, mais on finit toujours par répondre. Moi, en ce qui me concerne, c'est en gros quelquefois un délai de 24 heures, mais je finis toujours par répondre. Et on espère vous retrouver rapidement en entretien de recrutement. Voilà. Ben, je vois qu'il y en a qui se déconnectent, donc bon, je pense qu'on va dire que c'est le clap de fin. Ah, non, j'ai des questions. Quelle est la date d'ouverture des inscriptions? Euh, Bonne question, je ne sais pas. Mais peut-être que Madame Dubois, si elle m'écoute, va pouvoir la donner, ou Jean-Luc. Non, je Début pense pas. novembre. Début novembre, voilà. Oui, j'ai Merci. pas la date exacte, mais c'est début novembre. D'accord, voilà. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Eh ben, c'est très gentil, vous aussi. Nous vous souhaitons une bonne soirée à tous. Merci de vous être rendu disponible pour ce webinaire. Et y compris merci à nos deux ambassadeurs, là, compris sur leur temps, c'est très appréciable et je l'apprécie beaucoup. Voilà, bah écoutez, merci à tous. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au Merci revoir. Bonsoir. beaucoup. Au revoir. François, il y a une dernière question là. Ah, Pouvez-vous nous parler de l'entretien, ah, Monsieur Idriss Abdouloussen? oui, oui, je vois. Pouvez-nous l'entretien. Ah, de l'entretien de recrutement. Eh bien, écoutez, puisqu'on a encore les deux étudiants, je vais les laisser parler. Éventuellement, je compléterai. À mon avis, ce qui est essentiel, c'est de comprendre ce qu'on va faire.
et d'approcher cette question du point de vue d'agile, même si on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire exactement dans 10 ans. On fait le premier pas, on essaie de comprendre où est-ce que ça va être faisable. Et puis après Centrale Supélec, de toute façon, les ambitions ils vont changer. Et vous allez voir. Bon, Alors, lors de l'entretien, François Lésus, il va chercher à comprendre quel est votre projet professionnel et si ce master spécialisé répond à cet objectif de projet professionnel. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en gros, c'est un échange et, entre vous et donc les intervieweurs pour savoir si réellement ce master répond à votre besoin. Voilà. alors je vais compléter ce qu'ont dit nos deux étudiants. On reçoit, donc vous remplissez un dossier, vous nous mettez votre parcours, votre CV, votre lettre de motivation. Ça, on le lit, on l'épluche, et ça nous motive ou ça ne nous motive pas, pour des raisons qu'on est capable d'expliciter, un entretien. Donc déjà, si vous êtes admis en entretien, c'est que vos dossiers est acceptable. Et l'entretien, comme a dit si bien Guillain, c'est de vérifier avec vous que on ne vous emmène pas à l'échec. Comme vous avez pu comprendre que c'est un master qui est quand même assez dense, qui demande un effort soutenu, en tout cas au minimum pendant les 6 premiers mois de scolarité. Alors, on ne veut absolument pas que vous soyez en échec. C'est aussi un échec pour nous si vous êtes en échec, parce qu'on vous a sélectionné, on a eu cet entretien, etc. Donc, on met beaucoup de soin à vous recruter en s'assurant le mieux possible que vous irez jusqu'au bout et qu'on pourra vous diplômer. Voilà. C'est ce que j'avais à ajouter. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, vous souhaitez une bonne soirée et puis à bientôt, j'espère. Bon, j'ai l'impression que... Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir Bonne à soirée. tous. Merci, au revoir. Merci à vous Merci. deux. Au revoir, à bientôt.